Ma thèse est très simple, mais elle est révolutionnaire. Elle a connu un succès inattendu, surtout parce qu'elle a posé les fondements des réformes fiscales d'Emmanuel Macron. Je crois qu'elle intéressera particulièrement les experts comptables. On peut la résumer finalement en quelques mots. La question de l'impôt est une question de pur business. Cela paraît rien et pourtant cela change beaucoup de choses, comme nous allons voir. Première chose, nous sommes dans un nouveau paradigme de l'impôt. Tout le travail part d'un constat. L'État est passé d'une situation de monopole tout-puissant jusque vers la fin des années 70 pour arriver aujourd'hui à une situation de grande faiblesse. Je parle face aux gros contribuables. Le gros contribuable est, à l'ère de la mobilité, un consommateur d'impôts. Il peut choisir d'être imposé ici ou là. De nombreux exemples sont connus et les Français ont été tout à fait à la pointe de cette discipline qu'est l'exil fiscal, avec des conséquences très lourdes. Donc il y a un nouveau paradigme de l'impôt et on doit aujourd'hui, du point de vue de l'État, concevoir un impôt de telle sorte qu'il rapporte le maximum. C'est normal, finalement, c'est le travail d'un ministre des Finances, mais il doit penser maximum durable. Et donc, c'est exactement comme un commerçant qui fixe ses prix. Si vous fixez vos prix à un niveau trop élevé, les clients s'en vont. Et finalement, la révolution qu'apporte aujourd'hui Emmanuel Macron et le grand changement de 2017, quand on passe de l'ISF à l'IFI et quand on adopte le PFU, le prélèvement fiscal unique, c'est que nous ramenons le prélèvement sur le revenu des capitaux à un niveau qui est supportable et compétitif. C'est la question clé. Au XXIe siècle, ce n'est pas une question de choix, ce n'est pas une question d'idéologie, ce n'est pas une question de cadeaux faits aux riches ou de punition des riches. Il se trouve que l'État a besoin d'argent. Tout le monde sait que nous sommes en situation de déficit public depuis des années, que nous portons une dette publique très importante. Donc l'État n'a aucun choix. Il a besoin de maximiser ses recettes. Comment maximiser ses recettes ? Là encore, je crois qu'un public initié à l'économie comprendra tout de suite que ce n'est pas en faisant partir les gros contribuables qu'on augmentera les recettes fiscales. Voilà, c'est le premier point finalement que j'ai voulu poser dans la réconciliation fiscale. Il faut réconcilier l'impôt avec l'économie. Il faut réconcilier les contribuables avec leur impôt en le fixant à un niveau acceptable et essayer également de minimiser tous les coûts indirects de l'impôt. Chacun a connu l'agacement de remplir une déclaration épouvantable et je suis de ceux qui pensent que l'administration doit penser, doit anticiper. Pour moi, un impôt, c'est une déclaration et on doit penser ergonomie de l'impôt déjà quand on pense conception de la déclaration. Un peu comme les constructeurs automobiles ont inversé l'approche de la conception d'un véhicule, pour moi aujourd'hui, on devrait penser un texte législatif en fonction des conséquences que cela sera la déclaration. Donc, partir de l'obligation déclarative, qu'est-ce qu'on peut avoir comme obligation déclarative simple, comme chaîne de contrôle simple et efficace, et à partir de là, fixons la règle législative de telle sorte que nous ayons un système efficace. Alors, ce qui est satisfaisant, c'est quand même dans une certaine mesure, nous avons avancé dans ce sens cette année. Je voudrais ensuite vous parler d'un des points clés, parce que disons que j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet et qu'un certain nombre des idées proposées début 2016 dans la réconciliation fiscale se retrouvent aujourd'hui dans la législation positive, notamment avec l'impôt sur la fortune immobilière. Pour ma part, j'avais proposé la contribution sur la fortune immobilière. Le nom a changé, le concept reste. Alors, pourquoi un impôt sur la fortune immobilière ? Eh bien, là encore, je voudrais faire comprendre que ce n'est pas un caprice du pouvoir, c'est la rationalité économique qui conduit à créer un impôt sur la fortune immobilière. Pourquoi ? D'une part, parce que l'État doit maximiser ses recettes. Donc, il serait difficile de justifier pourquoi on n'impose pas la fortune immobilière. Il y a une raison simple à ne pas imposer la fortune mobilière. C'est que quand on impose trop la fortune mobilière, comme nous l'avons fait depuis 1981, les capitaux s'en vont. Les grands actionnaires ex-français
sont aujourd'hui à l'étranger. Souvent, quand on vous parle d'une entreprise française, si vous regardez de plus près, vous vous apercevez que ces actionnaires sont à l'étranger. Une des réformes majeures de cette année, c'est donc la mise en place de l'impôt sur la fortune immobilière. Pourquoi l'impôt sur la fortune immobilière? On avait deux camps. Les uns disent supprimer totalement l'impôt sur la fortune, les autres disent taxer totalement la fortune. Pourquoi la juste voie est celle du milieu? Parce que d'un côté, l'État doit maximiser ses recettes, et donc, en quelque sorte, il serait criminel de ne pas taxer la fortune immobilière qui ne risque pas de partir à l'étranger. Si on la taxe de la même manière pour les résidents et pour les non-résidents, aucun exil fiscal ne résultera d'une taxation de l'immobilier. Donc elle est assez juste en termes d'efficacité. Ensuite, même en termes de philosophie économique, j'ai expliqué dans mon livre qu'il y avait trois sortes de richesses, parce qu'il est intéressant de prendre un regard qualitatif sur la notion de richesse. Avoir des billets de banque dans la main, détenir les actions d'une société industrielle ou avoir une propriété immobilière, ce n'est pas la même chose. Et la richesse immobilière a pour caractéristique de se concentrer là où l'offre est limitée et rare. C'est au cœur de Paris, c'est sur les plus beaux endroits de la côte ou de la montagne que la valeur immobilière est la plus grande. Et ce sont des endroits où la rareté s'impose. Donc la propriété de l'un est exclusive de la propriété de l'autre. Donc à la fois la rationalité du lieu et ce principe de rareté et de biens non extensibles justifie la taxation de la plus-value immobilière, alors qu'à l'inverse, quand vous créez une société, si vous créez une belle société qui se développe, vos actions ont une valeur, mais la valeur de vos actions n'empêche personne d'autre de créer une autre société. Bien au contraire, l'entreprise que vous créez, elle va faire des petits, elle va payer des impôts, elle va créer des emplois, elle va faire se développer des sous-traitants. Donc vous voyez, il y a une opposition totale entre les deux, tant du point de vue de l'efficacité que, il faut manier le terme avec prudence, la justice économique. Il est rationnel de ne pas taxer la fortune mobilière et d'imposer raisonnablement la fortune immobilière. En conclusion, ce que j'ai voulu proposer dans la réconciliation fiscale, c'est une nouvelle vision de l'impôt. L'impôt est un phénomène économique majeur. L'impôt sculpte l'économie et les professionnels du chiffre sont au premier rang pour en témoigner dans leur contact avec leurs clients. L'impôt doit donc être pensé dans l'économie et pour l'économie. Et ça, c'est la réconciliation fiscale, mais ce sera aussi la véritable révolution fiscale par rapport à une tradition française ancienne où trop souvent l'impôt est un prélèvement qui s'oppose à l'économie.